Il veut absolument savoir d'où le savant tirait son intelligence hors du commun. À quoi peut bien ressembler le cerveau d'un génie? Qu'a-t-il de différent des autres? Alors, il n'hésite pas une seconde. Il rase la tignasse du physicien et dans un silence de mort, il ouvre la boîte crânienne et prélève la matière grise. Tout cela, bien sûr, sans autorisation. En même temps, Harvey ne prend pas trop de risques. La dépouille d'Einstein ne doit pas être exposée en public ou en privé. Le corps doit être incinéré. Les cendres du savant seront dispersées dans un lieu inconnu. Einstein ne voulait pas que l'on voue le moindre culte à sa personne. Ensuite, Harvey place le cerveau dans un bocal et le ramène discrètement dans un laboratoire de l'université de Pennsylvanie. Il veut procéder à son analyse à l'abri des regards. Persuadé que cet encéphale est plus lourd que la moyenne, il commence par le peser. Chez un homme normal, le cerveau pèse en moyenne 1350 grammes. Celui d'Einstein, pense-t-il, doit forcément être beaucoup plus lourd, 1500 grammes, peut-être plus. Il pose l'organe sur la balance, et là, surprise, elle n'affiche que 1230 grammes. Il est plus léger que la moyenne. Harvey n'en revient pas. Il en conclut que l'intelligence ne se mesure pas à la taille ni au poids d'un cerveau humain. Alors d'où vient-elle? Il s'intéresse ensuite aux circonvolutions. Et les circonvolutions, ce sont les replis sinueux du cortex cérébral. Ils sont délimités par des sillons plus profonds qui marquent la surface du cerveau. Le médecin va les photographier sous tous les angles. C'est peut-être là que se cache le génie d'Albert Einstein. Thomas Harvey mesure les distances entre certains de ces plis. C'est un travail minutieux et fastidieux. Sur sa lancée, il découpe le cerveau en 240 petits cubes de 10 cm3 chacun. Des cubes d'un peu plus d'1 centimètre de côté, qu'il réduit en fines lamelles, pas plus épaisses que du papier à cigarette, afin de mieux les observer au microscope. Entre-temps, Harvey décide de ne rien publier, du moins pour le moment. Puis il disparaît, sans laisser d'adresse, avec ses bocaux de formol et leur précieux contenu. Avant d'aller plus loin dans cette histoire, je ne résiste pas à vous raconter une anecdote qui remonte à l'enfance d'Albert Einstein. Vous allez voir, elle prouve que le cerveau d'une intelligence supérieure peut mettre du temps, beaucoup de temps, à se mettre en marche. Lorsqu'il était enfant, Albert Einstein n'était pas tout à fait comme les autres. On s'en serait douté, me direz-vous. Sauf que le petit Albert n'était pas très brillant. Loin de là, l'enfant semble même accuser un certain retard sur les autres. Tout commence le jour de sa naissance, le 14 mars 1879, à Ulm, en Allemagne. La tête du petit Albert est anormalement grosse. Elle est si grosse que les médecins craignent que l'enfant ne soit atteint d'une maladie mentale. Son père, qui est ingénieur, est très inquiet. Et il y a de quoi. À 3 ans et demi, notre futur prix Nobel est tout simplement incapable de prononcer le moindre mot. Or, un enfant prononce en principe ses premiers mots entre 12 et 16 mois. À 3 ans, il fait des phrases et sait manier certains concepts abstraits. À cet âge, Albert, lui, reste désespérément muet. Est-il atteint d'une maladie mentale? Non, bien sûr. Un bon matin, il se met enfin à parler. Albert a presque 5 ans. Il est ce que l'on appelle un parleur tardif. Toutefois, le savant restera dyslexique toute sa vie. Adulte, il avait le plus grand mal à lire à haute voix et à exprimer ses idées par écrit. Il éprouvait également des difficultés à apprendre les langues étrangères, comme l'anglais. Cela ne l'empêchera pas, 25 ans plus tard, de publier 5 articles qui vont révolutionner le monde de la physique et feront de lui le plus grand savant du XXe siècle. Ah, j'allais oublier. Aux États-Unis, savez-vous ce que l'on dit aujourd'hui des enfants qui parlent tard? Qu'ils sont atteints du syndrome d'Einstein. Mais revenons au docteur Harvey. Où se cache-t-il et qu'a-t-il fait de son butin? Stephen Levy, un journaliste américain qui a entendu parler de lui, part à sa recherche au début des années 70. Et en 1978, il retrouve sa trace à Wichita, au Kansas. Un beau matin, il frappe à sa porte. Par chance, le médecin lui ouvre et le laisse entrer. Le journaliste n'y va pas par 4 chemins, il lui demande s'il est bien en possession du cerveau d'Albert Einstein. Dans un premier temps, Harvey nie fermement. Et puis, curieusement,
il se ravise et il propose à Lévi de le suivre. Harvey l'entraîne dans une petite pièce, une sorte de débarras. Là, il sort une caisse sur laquelle est inscrit